Monsieur le Président, chers collègues. Oui, ma communication va un peu compléter ce qu'a dit l'ami Corinne Vons et puis un peu aller dans le sens de ce que disait notre ami Mention à propos donc de la chirurgie d'un jour. Peut-être va essayer de répondre à quelques questions par donc un constat pragmatique de ce qui a été déjà réalisé. Alors, constat est le suivant pour l'hospitalisation. Donc je reprends, ça va reprendre un petit peu le début de la communication de Corinne, à savoir des progrès techniques majeurs en chirurgie, je vous les passe, vous les avez vus, des progrès techniques majeurs en anesthésie, avec une meilleure gestion de l'analgésie périopératoire, un développement de l'anesthésie loco-régionale, les TAP blocs sous échographie, etc. Donc des progrès considérables. En revanche, une hospitalisation encore très traditionnelle en global, qui reste la règle. Pas d'évolution dans les modalités d'hébergement nocturne, même si les nuitées post-opératoires en nombre, en volume, ont bien nettement diminué par type d'opération. Exemple, Fast Track en chirurgie colorectale commence à s'implanter. Mais on mobilise toujours autant d'équipes de nuit, on prolonge toujours autant, parfois intempestivement, les voies veineuses, les sondages et les drainages. Il y a toujours un risque d'augmentation des infections nosocomiales, plus on fait stagner les malades dans les hôpitaux, ça a été démontré. On continue toujours à avoir des investissements lourds pour rénover et mettre en forme les locaux à sommeil, des dépenses de fonctionnement importantes. Et donc, on a toujours une surmédicalisation de l'hébergement. Ou du moins, en tout cas, on peut commencer à se poser la question. L'ambulatoire. Alors évidemment, on dit on va faire sortir un certain nombre d'interventions de la chirurgie en hébergement conventionnel pour la mettre en ambulatoire. Donc c'est les décrets de 92 que vous connaissez. Donc, mais elle a été longtemps, elle a du mal à démarrer en France parce que ce que disait Corinne tout à l'heure est juste. Elle est considérée comme une chirurgie de second ordre. Elle vise à la prise de pathologies trop légères. Les 10 actes traceurs qui ont été retenus pour nos tutelles sont encore quand même relativement légers. Et puis, elle est peu gratifiante pour un hôpital public, il faut dire un peu à sa décharge, longtemps sous budget global, favorisant des pathologies lourdes. Plus on avait une chirurgie lourde, plus on avait du financement. Ça s'est plutôt développé dans les établissements de santé privés, notamment en raison du turnover des patients plus rapide et qui permet, pour des établissements souvent au départ payés à l'acte, en tout cas où l'acte compte pour les chirurgiens notamment, c'est vrai que c'est important de pouvoir les multiplier et la chirurgie ambulatoire le permet. Mais globalement, source HAS ANAP, en France, 37% en ambulatoire, 83% aux États-Unis, même si ce n'est pas tout à fait la même protection sociale, on est d'accord, 79% pour l'Angleterre et même 70% pour les pays d'Europe du Nord, qui se rapprochent un peu de nos façons de voir. Alors, en résumé, une hospitalisation restée macro-invasive pour une chirurgie devenue micro-invasive. Alors, dans un tel contexte, comment réduire de façon significative le recours à l'hospitalisation conventionnelle? Comment générer des économies substantielles pour la collectivité tout en préservant la qualité des soins et la sécurité? La réponse, une première réponse, c'est de distinguer les besoins de soins des besoins d'hébergement. En mettant en cause chaque fois que c'est possible pour chaque patient, c'est patient par patient, l'utilité d'un hébergement nocturne prolongé en institution hospitalière médicalisée. En développant donc la notion de chirurgie d'un jour chaque fois que c'est possible pour avoir le recul suffisant pour pouvoir permettre aux patients de s'en aller pour des opérations plus lourdes. Alors la chirurgie J0J1, c'est la chirurgie ambulatoire avec tous les principes que Corinne vous a rappelés, à savoir vraiment la sécurité du parcours, une expertise, etc. Tout ça, c'est extrêmement important, mais ça a l'avantage, en prolongeant un peu la nuit, d'élargir le concept patient-centrique, de le garder et de l'élargir sur 24 heures avec la sécurité un peu plus grande. C'est la chirurgie d'un jour, le one day surgery des anglo-saxons. Alors, l'avantage pour le patient, on vient un peu déjà de le voir, extension des types d'interventions de chirurgie ambulatoire à de la chirurgie plus lourde, programmée ou en urgence, parce qu'on a un délai un peu plus long. On diminue le risque d'infection nosocomiale quand même, parce qu'on ne multiplie pas au-delà d'un jour. Optimisation de l'adaptation de l'analgésie, on a plus de temps. On a un peu plus de temps pour tout faire, en final. Conversion, facilité de la chirurgie de jour en chirurgie d'un jour, enfin en hospitalisation de conversion, comme on dit, puisqu'on a des lits conventionnels déjà adaptés ou non loin, donc ça permet une conversion facile sans avoir à chercher des lits partout avec des conventions avec des hôpitaux plus lointains, etc. Donc, possibilité de proposer une surveillance complémentaire qui peut aussi durer toute la journée du lendemain. Donc, on a une nuit plus une journée en hôpital de jour, toujours dans le même secteur chirurgical du service, en hôpital de jour, et donc ça fait jusqu'à 36 heures, une trentaine d'heures d'observation complémentaire, ce qui déjà commence à devenir pas mal. Surtout si c'est patient-centrique,
avec des patients qui sont plus à la disposition des professionnels de santé, mais des professionnels de santé à disposition du malade. Ce qui change un peu la mentalité, le malade n'étant pas, si vous voulez, dans le lit, à stagner en attendant la visite du médecin. Comme parfois, malheureusement, ça peut le faire parce qu'on est tous occupés, etc. Donc ça nécessite une organisation, et Corinne a tout à fait raison, c'est une organisation vraiment importante. Avantage pour l'établissement, c'est l'amélioration de la productivité des blocs. Pour un temps d'occupation plus tardif dans la journée, on faisait référence aux 12 heures. Là, on n'a plus ce problème-là, parce qu'on sait que le malade peut rester la nuit. Donc bon, turnover des patients, par contre, plus rapide qu'en hospitalisation de semaine. Évidemment, on met 5 malades par lit au lieu d'en mettre que 5 pour la semaine. Le lit par jour. Donc ça veut dire, vous imaginez, plus grande attractivité de la pratique de chirurgie ambulatoire pour l'élargissement des périmètres des opérations. C'est plus uniquement la cure de phimosis et la cataracte. Ça peut aller, alors bien sûr, la vésicule et au-delà, les rate. Là, on a plus de, on a moins de, de troubles à faire sortir un malade de soi-même pour donc des opérations plus importantes. On peut même aller jusqu'à la chirurgie digestive plus lourde. Et puis, donc, le corollaire de tout ça, c'est la forte diminution des lits conventionnels. Forte diminution qui pourra être utile pour justement redistribuer les sommes à d'autres activités, notamment les plateaux techniques de jour, dont on a quelquefois cruellement besoin de les voir se renforcer. Alors, il fallait voir aussi que pour à la fois le patient et l'établissement, c'est un avantage majeur, parce que c'est un dispositif souple, qui est multimodal, avec 3 modalités de sortie, en gros. Après une chirurgie d'un jour, le lendemain à 8 heures, vous avez soit le malade part pour le domicile, soit il va en hospitalisation chez lui à domicile, mais avec une hospitalisation à domicile, voire même avec une simple infirmière de libéral pour venir le voir, surveiller ce qu'il y a à surveiller dans la journée si nécessaire. Soit la sortie, et c'est un peu l'innovation qu'on a présentée, en hôtel intra-hospitalier dans l'hôpital. On fait mieux que les Amerlocs, on peut faire mieux en France que les Américains. C'est-à-dire qu'on peut avoir des hôtels, un hébergement dans un patrimoine hospitalier très lourd, dont on ne sait que faire, qu'on a du mal à entretenir, et avoir des locaux transformés pour partie, bien sûr, en hôtels. Ça permet des hôtels intra-hospitaliers, un hébergement nocturne de malades qu'on veut garder près de chez nous. Alors, il fallait démontrer tout ça. Il fallait voir si c'était possible de le réaliser. Et on a profité d'une opportunité qui était donnée par une restructuration à l'Hôtel-Dieu, comme vous savez, où, à partir de 2010, il y a eu une transformation où une partie de nos équipes est partie à Cochin. Il y a Tabi Bouillot, ici présent, avec son équipe, une partie de son équipe qui est partie à Cochin, puis ensuite à Ambroise Paré. Et donc, on est passé d'une unité fonctionnelle de chirurgie viscérale de 25 lits ou 24-25 lits conventionnels, avec 2 salles d'op dédiées, 9,4 équivalents temps plein, à une période 2, plus légère, à dominante ambulatoire, qu'on a transformé en 6 mois, avec 8 places, un accès à 2 lits conventionnels par sécurité, et puis un accès à des lits d'hôtel avec une salle d'op dédiée seulement, et 5,6 équivalents temps plein. On avait diminué l'équipe de moitié. Critères d'inclusion, donc cette étude de cohorte que je vais vous présenter, donc des patients programmés, essentiellement programmés, on n'a pas pris les urgences, mais maintenant on pourrait le faire. Un seul acte opératoire par intervention chirurgicale, on a enlevé toutes les interventions plus lourdes, multiples, avec plusieurs actes. Prise en charge exclusive en chirurgie, non pas dans plusieurs services en même temps. On a isolé 39 actes de pratique courante de chirurgie générale, qui vont bien au-delà des 17 actes de traceurs de la chirurgie ambulatoire classique, regroupés en 5 catégories: paroi abdominale, hernie et éventration, la chirurgie digestive, les cholecystectomies, qui ont systématiquement été opérées en ambulatoire, la chirurgie gynécologique. Alors là, vous savez, c'est inhérent au recrutement, bien sûr, mais on avait un recrutement gynécologique. Donc les hystérectomies, les annexectomies, cellio, laparo, tumeurs du sein, tous les types d'exérèse, tumorectomie, mastectomie. Et puis on a aussi des collègues qui ont intégré notre équipe et qui font la chirurgie plastique et réparatrice. Donc les seins, les cutaléoplasties, brachioplastie, cruroplastie, post-bypass, chirurgie ambulatoire. Alors, on a basé tout ça, on a étudié tout ça en collaboration avec le Centre d'épidémiologie clinique de l'Hôtel-Dieu, avec une analyse statistique, quantitative et qualitative des données recueillies. Donc, ça fait une cohorte de 402 patients dans les 2 périodes. 360 patients retenus, parce qu'il y a toujours des dossiers qui se promènent, qu'on n'arrive pas à voir, etc. Bon. 229 en période 1, 131 en période 2, évidemment des volumes un peu différents, parce qu'on était moins nombreux. Période 1, alors âge, sexe, score ASA, ASA 1, ASA 2 ou ASA 3. Et période 2, on s'aperçoit que pour le sexe, pour l'âge, pour les scores ASA, il n'y a pas de différence significative dans l'étude. La mortalité
on n'a pas trouvé. Morbidité, on n'a pas trouvé, mais c'est vrai que c'était sur ces malades-là. Bon, ça peut dire qu'on peut avoir des ennuis. On n'est pas les meilleurs, hein, mais bon, c'était comme ça. Je donne les chiffres. Alors, les actes chirurgicaux, c'est des actes chirurgicaux de pratique courante. Donc, je l'ai dit, parois, vésicules. Il y a une petite différence en répartition sein et gynéco, c'est les aléas du recrutement en pourcentage. Mais globalement, c'était la même chose, c'est le même type de chirurgie. Et puis, par contre, alors ce qui était très, très significatif, bien sûr, c'est les résultats en nombre de nuitées conventionnelles, puisque la période 1, vous l'avez au-dessus. Peut-être que je suis un peu en... Oui, c'est celle-là. Vous avez donc, à gauche, je veux dire, 3,8 nuits en moyenne. On passe à 0,4 nuits, 0,4 nuits en chirurgie d'un jour ou ambulatoire. Enfin, J0, J1. Donc voilà le diagramme, qui parle de lui-même. À la limite, si j'avais une seule diapositive à vous montrer, c'est celle-là. Période 1, période 2. On voit qu'on passe en un an et demi, de deux types de concepts, de modalités de circuit d'hospitalisation et d'hébergement des patients. Donc, la faisabilité, oui, cette étude montre que c'est faisable, en tout cas. Elle peut être combinée donc, à l'hospitalisation de jour, à de l'HAD, à l'hébergement en hôtel, etc. Donc, c'est multimodal. Et on passe donc avec un enjeu économique important, parce que 5 lits de chirurgie d'un jour, en globalisant un peu les choses, au lieu de 25, on fait la même chose, quoi. Avec une réduction potentielle. Donc à terme, si c'est généralisé, si public et privé, si on travaille de la main dans la main avec tous les décideurs économiques et hospitaliers, ça peut se faire, on peut réduire considérablement, peut-être pas des 2/3, mais au moins la moitié du parc de lits hospitaliers conventionnels. Conclusion 2, les actes, évidemment, on a vu tout à l'heure avec Corinne déjà, et ça se confirme. Donc, pourcentage de 95% de la chirurgie mammaire, 35% dans la chirurgie thoracique. J'ai bientôt démarré une étude là-dessus avec les collègues Regnard sur la chirurgie thoracique qui peut effectivement avoir au moins 35% qui peut être fait en chirurgie de 0 à 1 jour. Les pathologies très lourdes, évidemment, celles-là devraient relever d'une hospitalisation conventionnelle prolongée, mais peut-être pas aussi prolongée que maintenant. Peut-être qu'on peut combiner et diminuer aussi la durée de l'hospitalisation conventionnelle, même pour la chirurgie lourde, en diminuant, mais bien sûr, au-delà d'une journée. Et puis l'économie, elle est considérable, parce que je m'en suis ouvert avec la direction de la sécurité sociale. C'est sûr qu'on part sur des bases de 15 à 23 milliards à terme. À terme, pas tout de suite. Mais, donc ça veut dire que potentiellement, on peut aller jusque-là, puisque c'est tout ce qui est l'hospitalisation de nuit, tout ce qui est les personnels de nuit, tout ce qui est les investissements, tout ce qui correspond aux investissements lourds. Et voilà. Donc, alors, pour répondre enfin et terminer la dernière diapo, la chirurgie dans l'hôpital de demain, c'est 8% en gros de lits de soins de réanimation, de soins intensifs, de soins continus, 12% de lits de semaine mutualisés entre plusieurs services, 20% de lits hôteliers et 60% de lits ou places d'hôpital de jour. Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Jean-Pierre Bétou, mais c'est formidable. 71 milliards d'économies, tu devrais te présenter à la présidentielle. Tu as des arguments convaincants. Alors, non, ce que je voudrais dire, avant la discussion que Gilles Bontemps va ouvrir, simplement, si ton exposé est tout à fait clair en ce qui concerne la comparaison avec l'hospitalisation conventionnelle, moi je pense que la discussion est ouverte en ce qui concerne l'hôpital d'un jour, enfin l'opération d'un jour, avec la chirurgie ambulatoire. Et c'est là où on devrait discuter, parce qu'on peut poser la question en quoi rajouter une nuit apporte quelque chose. Voilà. Alors Gilles Bontemps doit intervenir et ouvrir la discussion. Seulement l'ouvrir en posant une question, ou deux, ou trois. Mais je voudrais tenir le temps et nous sommes déjà courts. Oui, merci beaucoup Jean-Pierre Bétou pour cette illustration brillante de ce qu'on pourrait faire selon le type d'intervention. Donc moi j'avais une précision à apporter et puis une question à Jean-Pierre Bétou. La précision, c'était une précision sémantique qui a toute son importance, c'est sur la terminologie. Et je pense que c'est important de clarifier, d'apporter des précisions très claires sur la définition de la chirurgie ambulatoire. Vous savez que depuis 15 ans, toutes les sociétés savantes au niveau international ont fourni un très important travail de clarification de cette définition de chirurgie ambulatoire, puisque vous savez que dans les pays anglo-saxons ou dans les pays latins, le terme ambulatoire a une signification complètement différente. Donc depuis effectivement 2003, l'Association internationale de chirurgie ambulatoire, l'IAS,
Donc toutes les sociétés savantes de chirurgie ambulatoire se sont clairement positionnées sur une définition de la chirurgie ambulatoire. Ils ont évoqué effectivement les synonymes de day surgery, de only day surgery, no overnight stay, c'est-à-dire sans nuit d'hospitalisation. Donc avec un mode d'organisation qui est centré sur le patient, mais qui n'introduit pas de nuit d'hospitalisation. Et à côté de ça, ils ont effectivement défini ce qui relève de l'hospitalisation conventionnelle avec l'extended surgery, c'est-à-dire moins de 24 heures, donc ce que fait Jean-Pierre, et puis les short stay surgery, c'est-à-dire moins de 72 heures. Mais ils ont clairement défini une différence très importante entre la chirurgie ambulatoire, qui est un concept organisationnel, et le moins de 24 heures et le moins de 72 heures, qui relève d'un mode d'organisation un petit peu traditionnel. Alors la question que j'avais à demander à Jean-Pierre, c'est finalement, sur la chirurgie ambulatoire, on sait que toutes les études internationales et nationales aussi françaises ont montré que peu ou prou, 90% des patients ont toutes les conditions médicales et psychosociales pour être éligibles à la chirurgie ambulatoire. Et on voit que dans certains pays, les pays qui ont largement développé la chirurgie ambulatoire, 80% des actes sont pris en charge en chirurgie ambulatoire. Alors je me posais la question de savoir si finalement ce type de mode de prise en charge permettrait-il de dépasser ce chiffre de 80% d'actes et 90% des patients, ou est-ce que c'est une illusion de penser cela ? D'abord, une réponse pour ta première partie. Moi, ça me va très bien. Enfin, tu vois, pas moi, mais je veux dire, c'est pas illogique de faire des définitions un peu internationales, etc. Et de toute façon, ma réponse est simple. Ça va être un problème de tarification, de financement. Il est bien évident que faire rester les gens une nuit de plus à l'hôpital, c'est pas choquant si c'est très concentré. Et avec l'utilisation intermédiaire entre la chirurgie ambulatoire où les gens repartent chez eux, voir monsieur, madame à 18h30, 19h, et aller coucher à l'hôtel d'en face pour être revu le lendemain, ou s'il y a un problème, l'interne qui peut se déplacer comme nous avons à l'Hôtel-Dieu, évidemment, ça crée une modulation, c'est donc multimodal. Et donc le concept, c'est un concept d'hospitalisation adapté aux patients, donc patient-centrique. En cela, ça reprend tout ce qu'a dit Corinne tout à l'heure, c'est-à-dire que la chirurgie ambulatoire, c'est plus qu'un concept, c'est très patient-centrique, c'est une autre façon d'organiser les choses. Bon, voilà. Et moi, ça ne me choque pas qu'il y ait plusieurs définitions. Alors, pour ce qui concerne évidemment les interventions chirurgicales, nous, on a déjà démontré que toute la chirurgie, je vous ai fait une diapo, presque toute la chirurgie de type gynécologique moyenne, bénigne ou même maligne, ça peut une nuit, plus la surveillance du lendemain, hôpital de jour, plus les nuits d'hôtel, on peut aller très loin. Bien sûr que ça va aller très loin. Bien sûr que ça va dépasser 80%. Moi, je vous dis, ce qui va rester de la chirurgie lourde qu'on connaît, elle restera toujours. Mais sa part va rétrécir en termes de volume. C'est déjà un peu le cas, c'est affreux ce que je vais vous dire, mais quand même, en 2005-2006, il y avait 200 000 hernies opérées en France. Il y avait à peu près 800 à 1000 greffes du foie. Donc là, maintenant, il y en a 1092, je crois, greffes du foie en 2010. Donc voilà, il y a 250 000 hernies. Alors, c'est vrai qu'il faut donc des choses très spéciales. Il faut des organisations très spéciales. La greffe du foie, bien, mes amis ici le savent très bien, ça se fait, ça ne sera jamais de l'ambulatoire. Mais bon, en volume, il y aura un secteur comme ça qui restera, ça c'est sûr. Mais en volume, on va s'approcher de plus en plus de 100%. Enfin, moi je dirais 95%, 90%. Merci Jean-Pierre. Iraj, ouais. Hospitalisé après l'intervention, est-ce pour la sécurité de l'opéré ou pour la tranquillité des chirurgiens? C'est une excellente question. Moi, j'ai essayé de penser que c'était pour la sécurité des patients. Et donc, en finale, quand tu commences à raisonner comme ça et tu dis, mais qui est-ce qui va rester à l'hôpital? Est-ce que j'ai besoin de le garder à l'hôpital? Qu'est-ce qu'on va lui faire de plus dans la nuit qu'on lui fait le jour? Ou est-ce qu'on va faire la même chose? Non. La nuit, bon, c'est les surveillances de perfusion, c'est les perfusions. Mais un malade déperfusé, alors si on veut le garder pas loin, pour sécuriser le chirurgien, il y a l'hôtel, voilà, c'est ça. Quand il y aura des hôtels intra-hospitaliers, des ambules-hôtels, chacun un ambule-hôtel partout, ça ne nous posera aucun problème. Moi, je vous assure, j'ai aucun état d'âme. J'ai eu, je vais vous terminer avec cette petite anecdote, Monsieur le Président, on a eu deux problèmes. Une nuit, on a eu un appel de l'interne pour monter à l'hôtel voir une patiente, opérée d'une hystérectomie, un énorme fibrome par la parotomie, migraine. Et une autre patiente qui, le lendemain, donne une malade âgée, cancer du sein. Je l'ai gardée, elle avait sa petite fille à l'hôtel. Et le lendemain, elle m'a dit, vous savez, j'ai pas bien dormi. J'ai pas dormi. Alors, je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai regardé les redons, rien, le pansement était propre.
Et elle m'a expliqué, elle m'a dit, j'ai pas dormi parce que j'ai une petite fille bavarde. Ça faisait 2 ans qu'on s'était pas vu. À cette occasion-là, puisqu'elle m'a accompagné à l'hôpital, elle m'a vu, on a parlé toute la nuit. Mais j'ai dit, ah, le sein, non, rien. Voilà. Donc, si vous voulez, beaucoup de choses sont psychologiques. D'autres questions, François Richard? François Richard. C'était une question, mais à laquelle Mme Poder pourra peut-être intervenir aussi. C'est sur le plan de la prise en charge de ces nuits d'hôtel dans l'hôpital. Parce que ça pourrait être un très bon moyen pour convaincre ceux qui ne sont pas convaincus par la chirurgie ambulatoire d'être une phase intermédiaire. Parce que Corinne a dit qu'il faut prévoir la probabilité, les pourcentages. Mais lors de phases comme celle-ci, on peut en un an voir les pourcentages et faire le tri. Mais le problème, il y a celui des bornes basses dont on a déjà parlé, et deuxièmement, celui de la prise en charge éventuellement par l'assurance maladie et par les complémentaires de ces nuits d'hôtel. Si on met des nuits d'hôtel même à 100 € la nuit par rapport au coût des nuits de chirurgie dans les hôpitaux, il y a une différence énorme. Et d'autre part, là, on prend pour, par exemple, Corinne a évoqué tout à l'heure les thyroïdectomies où le taux de danger vital est très faible mais existe quand même, ça réglerait le problème pour ce type de chirurgie. Alors, comment vous avez fait, vous? Et si Mme Poder peut nous donner son... Mme Poder, je parle après vous. Non, vas-y. Actuellement, et on a déjà échangé avec le professeur Bétou sur ce projet, c'est vrai que l'assurance maladie ne prend pas en charge les nuitées d'hôtel. Et il n'est pas non plus prévu que dans le cadre d'un GHS, un hôpital puisse rémunérer un hôtel qui serait attenant et géré évidemment par une chaîne d'hôtels. En général, c'est le cas si on veut en tout cas faire chuter les coûts. Mais c'est totalement possible. Il suffit d'en convenir. Simplement, la question, c'est de savoir, d'abord, ça ne concerne pas que la chirurgie, ça concerne aussi d'autres modes de prise en charge. Je pense aujourd'hui à la radiothérapie, pour lesquelles on fait venir des patients, quelquefois sur de très longues distances, dans un état de fatigue avancé, avec une épreuve qui est difficile pour les patients. On pourrait aussi proposer un hébergement à proximité. Et je partage votre avis, les coûts ne sont absolument pas comparables pour l'assurance maladie. Et je pense que l'assurance maladie doit, dans ses réflexions, avancer sur le paiement de prestations accessoires, qui serait un facteur de diminution des coûts de la prise en charge de soins. En complément Y a-t-il une démarche en cours pour cela? Parce que moi j'avais rêvé d'un hostel, on peut appeler ça, dans l'enceinte de l'hôpital. Voilà, donc c'était la question, dirais-je. Oui, il y a une réflexion, réflexion en cours. Sa localisation, aujourd'hui, un hôpital dans la gestion de son domaine public, et vous en avez un témoignage dans vos halls d'hôpitaux, vous avez des structures, des espaces à fermer, à des sociétés, le Relais H notamment qui fait Flores. On pourrait parfaitement imaginer la même chose sur du patrimoine hospitalier. Donc c'est d'ores et déjà possible, il suffit maintenant que les décisions soient prises. Voilà. Et votre autorité, si les médecins le disent très fort, je pense qu'on peut faire avancer la prise de décision. Alors, si je peux me permettre... très important. Vas-y, simplement, en complément de madame ce que vous dites, et puis de la question de notre ami, alors voilà comment on fait à l'Hôtel-Dieu. L'hôtel, vous allez venir de visiter, c'est un hôtel qui est géré par une société privée, en convention avec l'hôpital, en contrat. Les nuits, c'est 70 € avec l'accompagnant. L'accompagnant surveille 10 fois mieux le malade que l'infirmière pour 18 lits. Deuxièmement, un certain nombre de mutuelles remboursent d'autres patients. Et alors, on a mis au point... avec la caisse de l'hôpital, un secours pour les patients. Bon, c'est pas très facile à utiliser parce qu'on a une fondation qui est un peu... Et par ailleurs, il y a une discussion, une réflexion, comme vous le savez, ça vous le savez très bien, avec François-Xavier Selleret, avec l'ARS Île-de-France en ce moment, où on discute de ça. Alors, la question qui se pose, c'est effectivement les modalités de remboursement. On peut dire aussi que si l'hôpital développe l'ambulotel pour des pathologies de plus en plus lourdes, il va être pendant quelques temps en tout cas, forfaitisé en GHM et GHS sur des sommes un peu élevées dont il peut distraire une partie. Donc tout le monde dit, la réflexion qui commence, vous le savez très bien, c'est de dire l'hôpital peut quand même
payer les nuitées. Donc, on lui loue d'un côté l'hôtel, pour le fonctionnement de l'hôtel est loué par, comment dirais-je, par l'hôtel, par les hôteliers privés, et ensuite c'est reversé à l'hôpital. On peut se débrouiller. Retenons l'accord pour le principe, on va voir maintenant. Après, c'est les modalités. Non, enfin, je pense que sur les modalités, il faut que les montages soient très transparents. Bien sûr. Et on ne peut pas s'amuser à demander à l'hôpital à la fois de mettre à disposition une partie de son domaine public pour éventuellement y créer et voir l'exploitation d'un hôtel par une personne privée et concomitamment lui demander d'utiliser une partie de son GHS, d'autant qu'il faudrait quand même de solides raisons pour que la tarification appliquée soit très différente de la chirurgie ambulatoire stricto sensu, de payer une partie en plus. Je pense qu'il faut avoir des critères. Il faut que l'accessoire suive le principal et c'est une prestation accessoire différenciée. Mais honnêtement, ça fait partie des possibles. Simplement, il faut un peu d'audace et une décision politique sur la douce pression des médecins. Très bien. Nous Merci. retenons en définitive que La porte est il y a ouverte. une carte à jouer pour nous et nous l'entendons bien. Merci Jean-Pierre Bétou.